Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement. Une nouvelle prouesse pour notre pays, le Bénin. Cotonou est désignée ville la plus propre d'Afrique de l'Ouest. Assainissement, meilleure gestion des déchets, des réformes sur le secteur de l'environnement ont certainement porté leurs fruits. On parlera de tout ceci. On parlera aussi de la démographie, l'économie climatique, la géopolitique globale, technologie, emploi. Et tout ceci avec mon invité, Ilanon Francis Kossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en intelligence économique. Avec vous, on va essayer quand même d'ouvrir ces différentes fenêtres et pour mieux comprendre cela. Alors encore d'abord, on dit que Cotonou est déclaré le 12 décembre dernier par le journal Jeune Afrique, ville plus propre d'Afrique de l'Ouest. Vos impressions? Oui, en fait, ça ne surprend personne. Ah ouais? Je dirais tout simplement, j'étais en Côte d'Ivoire il y a une semaine et j'ai rencontré quelques acteurs. Et quand je les ai parlé réellement des grandes mutations structurelles qui se mettent sur le continent, plus précisément au Bénin, ils ont apprécié. Et ce qui les a étonnés, on dit la propreté. Ce n'est pas seulement à Cotonou, mais aussi dans les grandes villes du Bénin. Ceci parce qu'il faut comprendre que le gouvernement a compris les grands défis majeurs que nous allons traverser dans les années à venir. Quand on sait que d'ici 2033, 2035, cette population africaine sera plus urbaine à hauteur de 80%. Il y aura plus de monde dans les villes que dans la campagne. Exactement. Donc avec les défis majeurs que nous connaissons aujourd'hui, problèmes de déchets, de gestion des déchets, problèmes d'énergie, d'employabilité, problèmes aussi au niveau de, je dirais, de la structuration des infrastructures de base. Donc, on a compris, le gouvernement a compris depuis 2016, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut apprécier, qu'ils ont commencé depuis à faire une économie, ce qu'on appelle l'économie écologique, qui a permis réellement d'assainir pratiquement à tous les niveaux, et nous projetant dans une ville intelligente, la ville de demain. Et vous le savez, aujourd'hui, nous allons rentrer dans peu de temps, avec la digitalisation outrance dans tous les procédés, nous allons rentrer dans la ville intelligente. Et je pense que c'est un travail abyssal que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, permettant réellement un niveau d'habitabilité exceptionnel, et ça n'étonne personne aujourd'hui dans la sous-région. Il suffit de faire ce petit voyage, venir nous voir, passer justement dans les contrées, dans les ruelles, pour voir le niveau de propriété, surtout à Cotonou et dans les grandes villes. C'est vrai que c'est une promesse faite par le Bénin, mais cela est dû à la création de cette société, la GDS, avec ses agents qui travaillent nuit et jour à nettoyer les différents artères, les différentes ruelles que nous avons, mais cela aussi à la prise de conscience des populations. Elles ont compris qu'aujourd'hui, les déchets, il faut mieux les gérer. Oui, je pense que cette population a compris, puisque l'homme, de par sa nature, est zoosomatique. C'est-à-dire que nous produisons nos déchets à l'extérieur. Et pour cette raison, les mêmes déchets peuvent devenir purement anthropiques pour notre habitabilité et aussi pour les conditions de vie de la population. Il a fallu un niveau de sensibilisation très poussé, un travail, une catalyse qui a été faite pendant plusieurs années, parce que pour gérer les déchets, il faut en faire une étude. D'abord, une étude a été très réfléchie pour voir dans nos habitudes comportementales comment on peut arriver véritablement à apporter ces solutions au niveau de ramassage des déchets. Et je pense que la seconde étape que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à la valorisation de ces déchets. On n'en est pas encore là pour le moment. La valorisation de ces déchets, c'est vrai que pour la plupart, la majeure partie est enfouie sous terre, et puis on se dit, mais c'est un gaspillage, c'est de là que nous enterrons. Oui, mais parce qu'il faut faire le ratio entre l'investissement colossal pour arriver à des pisogasifications, qui sont des instrumentations nécessaires qu'il faut installer, pour transformer les déchets en 3 composants utiles encore pour l'humanité. D'abord, on fait de la cogénération, quand nous voulons supplier en termes d'électrification, d'ajouter un peu de méga dans la consommation ou bien dans la distribution classique. Donc, à partir des déchets, nous pouvons nécessairement produire de l'électricité. Tout à fait. Voilà. Mais il faut tenir compte de plusieurs ratios. La quantité qu'il faut pour que l'unité fonctionnelle, l'unité tourne 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais quand on voit tout ce qu'on produit ici à Cotonou, par exemple, je pense seulement à la ville de Cotonou, mais c'est immense, monsieur Kossi. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas comparé au Nigeria, qui a 200 millions d'habitants. Et vous voyez très bien déjà que, même au niveau de la transformation des déchets, dans certains pays où réellement la démographie est très élevée, on réfléchit, on fait une étude pour que le rendement soit positif. C'est vrai, progressivement, avec la densité augmentée, avec la
la politique de démographie que nous sommes en train de voir, qui se décline aujourd'hui de façon naturelle, puisque nous allons atteindre sur le continent africain d'ici 2035, 2040, 2 milliards sur l'ensemble du continent africain. Vous voyez, 2 milliards d'individus, 2 milliards de personnes, c'est quand même immense. C'est immense, avec des défis majeurs, des défis colossaux, surtout en termes d'emploi, de gestion de déchets. Certains pays n'ont pas pu réguler cela. Je ne veux pas les citer, mais j'ai fait un peu partout en Afrique. On a vu qu'il y a des déchets qui jonchent partout dans certains pays. Mais quand on vient au Bénin, on sait qu'il y a un travail énorme qui a été fait dans tout ce qui est gestion des poubelles, de tout ce qui est déchets, et ainsi de suite. Et je pense que progressivement, nous allons rentrer peut-être dans les compostages, en fait, actuellement, des engrais. Des engrais organiques. Organiques pour pouvoir nourrir aujourd'hui, puisque... Le sol, pour l'agriculture, le maraîchage. Exactement, puisque la politique du Bénin, c'est une politique verte d'ici 2035. Donc du coup, on aura besoin de ces composants nécessairement pour pouvoir accélérer cette productivité verte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Mais se dire satisfait peut nous amener dans l'inertie. Disons plutôt que nous sommes en train d'avancer. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que le gouvernement y pense. Mais ce que nous avons aujourd'hui qui est consubstantiel et qui fait la une un peu partout dans le monde entier, nous devons conserver cela. Et maintenant, l'assister avec des technologies de rupture nécessaires et faire intégrer aussi le secteur privé dans la gestion, dans la transformation. Parce que pour le moment, c'est une société gérée par l'État. Exactement. Mais est-ce que cela va durer dans le temps? Oui, ça durera certainement si on n'arrive pas à définir sur toute la chaîne de valeur les niveaux d'utilitarité. C'est-à-dire qu'au départ, on fait du ramassage, on fait le dépôt, on fait l'enfouissement. Quand on regarde le circuit, c'est un circuit ouvert. Tout circuit ouvert s'autodétruit dans le temps. Progressivement, nous irons vers la transformation de ces déchets pour faire peut-être les plastiques bio. Déjà, vous allez en Asie, actuellement, les plastiques qu'on utilise aujourd'hui sont biodégradables. Donc, nous pouvons aller vers ces solutions, en même temps aussi les utiliser dans tout ce qui est, je dirais, isolation, construction même des habitats. Donc, il y a progressivement cette technologie innovante qui rentre et vont devoir rentrer obligatoirement dans les années à venir. Et ce sera embrassé par des milliers de jeunes qui certainement trouveront de l'emploi si cette tendance reste autant évoluée. Au même moment que nous gérons nos déchets, on peut aussi créer d'emplois. Énormément, puisque c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut voir. C'est la chaîne de valeur. Il faut voir dans un process fermé en même temps, qui crée en même temps de l'emploi et permet réellement une vélocité économique capable aux jeunes de pouvoir trouver un peu d'emploi dans un monde on ne peut qu'accumuler que nous allons traverser dans les années à venir, puisque nous vivons un déferlement inéluctable de l'emploi, tout le monde le sait. Avec l'automatisation, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc, du coup, ça sera une ouverture pour des sociétés jeunes. Mais il faut d'abord un savoir. Un savoir, nous devons capitaliser le savoir, maîtriser réellement la transformation, puisque ça passera par l'intelligence artificielle. La collecte se fera de façon plus intelligente, avec des transformations, des neurotransmetteurs. On aura des radars qui vont devoir nous signaler que telle poubelle s'est déjà remplie, pour pouvoir optimiser le cluster logistique. Ainsi de suite. Il y a aujourd'hui des capteurs qui permettent de nous envoyer aussi des informations concernant le niveau de gazification. Parce que quand vous mettez des poubelles dans un endroit clos, pratiquement désoxygéné, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme en alcool avec des gaz. Et ces gaz peuvent détruire véritablement aussi les conditions. C'est très polluant. Et pour cette raison, automatiquement, les capteurs vont nous envoyer des informations qui seront capitalisées, permettant un cluster logistique très rapide, permettant de pouvoir les vider en temps réel. Déjà, vous donnez des idées à quelques déjà start-up, voilà, développer des solutions, d'aller vers cette dimension, parce que, de gestion des déchets. Exactement, parce que aujourd'hui, quand on voit le travail énorme que le gouvernement est en train de faire, surtout dans la gestion des déchets, je pense qu'il faut saisir cette opportunité. En fait, les gens pensent que l'État a pour rôle de pouvoir créer vraiment l'économie. Non, l'État met des conditionnalités nécessaires pour que nous puissions véritablement aller vers le marché. Saisir ces opportunités. C'est clair, puisque le marché est devenu mondial aujourd'hui. Donc l'État est dans un rôle régalien de pouvoir fixer des droits de propriété et permettre réellement une vélocité ou bien un niveau de transfert de compétences, si nécessaire, pour que les jeunes saisissent à travers des grandes mutations et des rétentions tertiaires pour arriver à un savoir capitalisant pour créer de l'économie. L'économie se crée véritablement. Et je n'ai jamais vu aucun pays, aucune nation se développer sans le savoir. Aujourd'hui, on crie. J'entends tout le monde dire, oui, bon, la vie est chère. C'est vrai.
Parce que nous sommes dans une démarche d'abord pour arriver à quelque chose. Il faut de la prospective. Quand tu regardes très souvent pour la plupart des Africains, nous restons sur cette intelligence court-termiste. On veut la voir tout de suite. Alors que les autres sont dans la projection long-termiste. Et je pense que ce gouvernement est en train de nous conduire dans des choses solides, consistentielles pour un développement durable. Et c'est ça ce travail que nous devons faire avec eux, comprendre, saisir les opportunités aujourd'hui pour que demain, nous puissions aussi assurer ce transfert de compétences et garantir une vélocité économique assez acceptable. Mais c'est vrai que nous avons cette prouesse, on dit qu'on est ville propre, on pourrait devenir pays plus propre d'Afrique, c'est un rêve, on peut rêver. Mais l'autre chose, on dit, dès janvier, on va commencer par payer la collecte des déchets dans nos maisons. Et déjà, il y a des grincements dedans. Les gens, à un moment donné, c'est vrai que par le passé, on le payait, on a coupé, l'État a fait de la gratuité, mais on dit, d'ici là, on va commencer encore par payer. Et puis voilà. Oui, mais c'est normal parce que c'est un process. Et ce process a besoin d'être financiarisé. L'État a tellement énormément de défis. Tous les systèmes sociaux au Bénin doivent... On a besoin de les repenser. Ouais. Repenser de façon, je dirais, néganthropique. Leur extraire la partie anthropique pour que nous ayons réellement un niveau d'économie saine. Une économie saine. Une économie saine, c'est une économie de vie. Et pour cette raison, chacun a quand même un niveau de contribution pour permettre à ce process d'être fonctionnel. Parce que celui qui vient chercher, celui qui vient faire les collectes, il se déplace, il va trouver, il a besoin de l'énergie, il va démarrer un moteur, il va arriver chez nous pour les collecter. Il faut financiariser cela. Je pense que l'économie participative est la seule qui peut réguler véritablement le monde fonctionnel de demain. Puisque nous sommes en train d'arriver à une entropie économique, une économie de mort, quand je le dis très souvent, qui ne nous permet plus la solvabilité. Il est temps qu'on pense réellement à l'économie contributive, à l'économie participative dans laquelle chacun... Ben les gens sont d'accord à participer, mais ils se disent, mais le coût, est-ce qu'on sera à la hauteur de ce coût qu'on va fixer? Parce que les gens se disent, mais le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est pas encore cela. Oui, le pouvoir d'achat, je suis tout à fait d'accord. Le pouvoir d'achat, et c'est ça qu'il faut revenir là-dessus, le pouvoir d'achat est consubstantiel à la macroéconomique. La macroéconomique actuelle est crétinisante, ne permet plus la solvabilité pour aucun pays. Regardez le niveau d'endettement dans le monde entier. 200% de le PIB, pour ne même pas dire 300%, le Japon, les États-Unis, la France, même les pays voisins. Le niveau d'endettement très élevé. Mais quand on regarde aujourd'hui, sur l'échiquier, le niveau d'endettement au Bénin, on tourne à peine à 52, 53, encore dans les normes acceptables. J'entends les gens dire, oui, le niveau, le pays est complètement endetté. Non, nous ne sommes même pas arrivés au seuil d'endettement fixé par les banquiers centraux. Non, pas du tout. On est encore loin de... On est encore très loin. Nous avons encore de la possibilité à aller nous rapprocher réellement des banquiers centraux pour obtenir réellement la politique des 15. C'est important, pour pouvoir faire face à des grands défis majeurs que nous allons traverser. Je pense qu'il n'y a jamais eu de développement sans le sacrifice. À un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village. Comme on le dit, c'est le président de la HAC qui disait ça, on remet l'église au milieu du village. Exactement, pour que nous puissions voir les dissidences nécessaires que chacun d'entre nous, chacun doit contribuer. C'est vrai que ça pèse, mais nous sommes en train de faire un transfert de vie à une génération qui viendra, qui va vivre dans ce monde, dans ce Bénin extraordinaire que nous sommes en train de préparer. Et je pense qu'il faut avoir de la perspective, de vivre avec cette entropie, c'est-à-dire, je dirais plus, cette empathie vis-à-vis réellement de notre pays et aussi de la génération qui est aujourd'hui absorbée par les réseaux sociaux, qu'on doit extirper de cette toxicité pour les amener vers quelque chose de curatif permettant de pouvoir maintenir, conserver les acquis que nous sommes en train de voir depuis 2016 à ce jour. Et je pense que nous espérons que ça va continuer dans les années à venir, après 2016, que ça continuera réellement avec le même rythme, comme le président l'a dit. Et nous espérons véritablement que cette grande mutation puisse nous conduire dans un monde, dans un Bénin fier, dans un Bénin assis, où nous pourrons faire la différence. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure un aspect très important, c'est la démographie. La population augmentant à une vitesse... J'allais dire... astronomique. Ah oui, 2050, on sera 2 milliards de population en Afrique. Est-ce que cette pression aussi sur notre environnement ne risque pas de nous faire dérouter, ne risque pas de nous créer encore d'autres dommages que ce qu'on aurait souhaité? Vous savez, le mal est à venir. Et quand je le dis, ça fait peur. Mais il suffit de faire de la prospective. Si les tendances actuelles sont maintenues, nous allons vers un monde difficile à vivre. D'abord sur le plan démographique, nous allons frôler les 2 milliards, au-delà même. D'ici 2050,
2 milliards au-delà. Le Nigeria sera le pays le plus peuplé. Donc, le pays voisin aura un niveau de densité astronomique. Est-ce que ce n'est pas une recherche d'avoir une population aussi dense et aussi jeune? Oui, c'est un pharmacone. Un pharmacone. C'est comme quand on dit abcès ou bien vous ingurgitez assez de nourriture, on vous dit que c'est négatif, ce n'est pas bien pour le corps. Un pharmacone, c'est quoi? Cette situation peut être un atout pour la population ou bien pour le pays. Si on sait l'orienter vers une économie fonctionnelle. Je dis bien une économie fonctionnelle. Mais si il n'y a pas de rétention tertiaire et que nous arrivons à une masse astronomique sur le continent avec une densité, qu'est-ce qui va se passer? Sans emploi, on rentre dans ce qu'on appelle de la somalisation dans ce pays. Ça veut dire qu'on ne sait plus contrôler cette population puisqu'on n'aura que des bouillonnements populaires chaque jour. Des mouvements de gilets-jaunisation seront un peu à peine répétés parce que la population, elle sera foncièrement jeune, mais sans emploi. Donc c'est pour cela que le gouvernement est en train de travailler sur les perspectives à venir afin de garantir un niveau d'employabilité et mettre les conditionnalités nécessaires pour que les apporteurs d'affaires, les sociétés externes, aussi des grandes industries puissent avoir confiance parce qu'on n'a pas encore fini. Et je sais, je dis on, parce que dans ce développement participatif, je m'inclus en tant que secteur privé. J'ai dit, mais il faut reconnaître que le travail qui se fait nous permettra de pouvoir résoudre ces problématiques. C'est vrai, quand on parle de démographie, on parle aussi d'économie. Certes, on veut avoir cette population aussi jeune, mais cela aussi, c'est quand même aussi une pression sur notre environnement. L'économie, certes, on la veut plus dynamique, mais c'est aussi quand même des émissions que nous allons émettre dans la nature. C'est aussi un problème pour l'environnement. Oui, c'est vrai, c'est un problème, c'est un ratio qu'il faut tenir compte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire... On parle de bifurcation économique. Le capitalisme tel qu'il a été présenté depuis fort longtemps ne permet pas véritablement d'aller vers une économie de vie. Le capitalisme est basé sur la calculabilité et non sur l'humanité. C'est-à-dire l'intérêt ou rien. L'intérêt, l'individuation ou rien. Sans cesse. Apparemment, on est toujours dedans actuellement. Oui, bien sûr. Mais la bifurcation ne se fera pas d'un seul coup. Il faut progressivement que nous puissions donner le ton. Et c'est pour cela que le BNF fait tout, pour que les entreprises qui vont devoir sortir dans les années à venir soient des entreprises véritablement basées sur une économie néganthropique, permettant véritablement d'aller vers, je dirais, une consommation verte. Une consommation verte a dit pratiquement zéro pollution, zéro émission de gaz. Et ceci se fera par la découverte de la disruption, des mouvements technologiques très pointus, la maîtrise du soleil aujourd'hui, parce que quand on regarde pour avoir 1 méga, combien de panneaux, combien de surfaces qu'il faut hypothéquer voilà, pour avoir 1 méga. Donc progressivement, la technologie nous conduit vers justement un monde unipolarisé technologiquement qui va nous permettre d'arriver à cette disruption capable de pouvoir absorber justement les instants et nous conduire vers des innovations fertiles, et comment j'appelle des innovations disruptives. Alors, je me rappelle lors du discours du chef de l'État face à la représentation nationale, il disait on était victime de notre volonté de pouvoir avoir plus d'industrie dans notre pays et aujourd'hui on en manque. Et moi, dans mon fond intérieur, je me suis dit, mais certes, on veut ce développement, mais au même moment, ces industries qui vont venir risquent de polluer davantage notre environnement. Est-ce que quelque part, j'ai pas raison de ce cas-ci? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, l'économie, c'est quoi par définition? L'économie, c'est la transformation de l'énergie. C'est la rente. Il faut transformer quelque chose quittant son statut initial pour avoir un statut fonctionnel ou bien un outil que nous pouvons utiliser pour notre mode de vie. C'est ce ratio qui crée l'économie. C'est ce changement, l'ajout qui crée l'économie. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation énergétique, pour la plupart des industries, ces consommations sont en train de passer vers l'énergie verte. Nous sommes en train de voir ça aujourd'hui, progressivement. Quand je prends par exemple le cas de Glodjigwe, que je sache, on n'a pas encore quand même un champ de plaques photovoltaïques qui pourrait transformer cela pour qu'on ait l'énergie verte. Oui, je sais qu'on en a à Kober, oui, mais pour le moment, au niveau de Glodjigwe, qui est notre hub industriel, on n'a pas encore cela. Peut-être que c'est en vue. Oui, c'est en vue, mais il faut aussi comprendre que l'économie verte est consubstantielle au climat. Et s'il y a l'ensoleillement, par exemple, en période de pluie, il faut nécessairement utiliser l'énergie fossile pour pouvoir faire fonctionner 24 heures sur 24 l'industrie. Vous savez, ça c'est vrai.
Ce sont des réalités irrévocables, indéniables. Aussi longtemps que la technologie ne nous amène pas encore à arriver à cette autosuffisance énergétique verte, nous allons toujours conjuguer de façon hybride avec l'économie fossile. Et c'est progressivement que nous allons, et je pense que l'État est conscient de ça, et que d'ici 2030, 2035, nous pouvons maîtriser le soleil, c'est-à-dire en termes de production énergétique. Nous allons certainement apporter des solutions. Votre réponse me rappelle cette discussion qu'a eu une fois à une de ces grandes rencontres entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis disent, mais écoutez, maintenant on va arrêter l'utilisation des énergies fossiles. Et la Chine dit, mais écoutez, attendez, nous aussi on va utiliser l'énergie fossile. Arrivé à votre niveau de développement, on pourra stopper tous. Ben, est-ce qu'on va aussi dire ça aussi en Afrique, nous? Non, mais on n'a pas encore atteint le développement de ces pays développés, mais attendez, nous aussi on va utiliser nos énergies fossiles. Quand on va atteindre le même niveau que vous, ok, on va arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Mais il faut comprendre que le niveau de production de gaz à effet de serre en Afrique est tellement faible. Il n'y a que 14 sociétés qui produisent 85% des déchets dans le monde. Et ce sont réellement des grandes usines de raffinerie de production de pétrole. Pétrole, oui. Mais eu égard à ça, notre économie reste toujours fossile à ce jour. Nos véhicules... Pour la plupart, on n'a pas encore eu suffisance à l'énergie et pour pouvoir aller vers des Tesla, des voitures électriques. Ouais. Ça vient. La distribution nous rattrape. Nous serons obligés de rentrer là-dedans, puisque le marché dans sa globalité nous absorbe, nous tous. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, progressivement. Mais je pense que le niveau d'émission de gaz aujourd'hui, de gaz à effet de serre en Afrique, comparé réellement à l'émission en Chine, en Asie, c'est peanuts. Je pense que nous avons encore de la capacité pour que nous accélérons encore notre développement parce que nous en avons besoin. Ouais. Pour nourrir des veuves et des orphelins. Tout à fait. Nous n'avons pas le choix. Pour répondre aux exigences des systèmes sociaux fonctionnels. Ouais. Voilà, les hôpitaux doivent fonctionner. Tout à fait. Voilà. Et si nous devons attendre, faire une opération aujourd'hui pour dire, parce qu'en termes de pluie, en période de pluie, le soleil n'a pas donné, et voilà un patient qui est sur le lit, on attend que, monsieur, il n'y a pas d'énergie parce que jeudi, il a plu. C'est inconcevable. Nous sommes obligés encore de combiner avec l'énergie fossile aujourd'hui. Avec ses conséquences, on accepte. Mais c'est au prix de nos développements. On n'a pas le choix. Je pense que progressivement, l'humanité va se tourner va faire ce qu'on appelle cette bifurcation énergétique dans les années à venir pour pouvoir nous conduire dans une énergie saine. Alors, on est aujourd'hui dans une géopolitique globale parfois qui fait peur, avec l'élection de Donald Trump, un climato-sceptique, et parfois on se pose mille et une questions. Est-ce que ce monsieur ne va pas encore sortir de l'accord de Paris? Est-ce qu'il ne va pas encore ouvrir d'autres puits de charbon, à charbon, qu'on ne sait pas exploiter? Parce qu'il dit qu'il est prêt à donner tout aux Américains, même si cela va créer des dommages à la nature, il s'en fout pas mal, lui. Oui, mais il faut mieux comprendre la géopolitique mondiale aujourd'hui. La guerre entre la Chine et les États-Unis. Ouais. Après tout, c'est une guerre énergétique. Que l'on dise, ok, la Chine produit plus aujourd'hui, et que vous voulez que nous tous nous puissions contribuer pour pouvoir résoudre les problématiques climatiques, il y en a un qui sort du nœud comme Donald Trump qui dit non, je ne veux pas encore consacrer mon économie à résoudre les problématiques du climat. Ouais. Ça se comprend aussi, c'est aussi un pharmacone. Qu'on le dise, il veut maintenir le dualisme économique de son pays, puisque nous sommes aujourd'hui dans la bataille des chiffres, des croissances, ainsi de suite. Il veut maintenir ce dualisme économique. En même temps aussi pour resserrer ses vis au niveau de la Chine. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais nous devons être sûrs déjà que l'émission de gaz actuelle, la quantité de gaz aujourd'hui, la quantité émise, elle est suffisante pour provoquer déjà une submersion marine. Tout à fait. Dans la plupart des pays africains. Ouais. Y compris le Bénin, le Togo. Ils ne sont pas épargnés. Ouais. Donc quand on sait que ce qui est déjà injecté est capable de détruire réellement nos conditions d'habitabilité, on se dit, bon, est-ce qu'on va continuer à le doper? Est-ce qu'on va continuer à nourrir cela, les désastres anthropiques dans les années à venir? Ce sont des décisions très douloureuses. Cette période ressemble encore à la période d'avant la Première Guerre mondiale. Ces incertitudes étaient là aussi. Et malheureusement, on n'a pas pu résoudre les problèmes diplomatiques et économiques. Et ça a soldé à la Première Guerre mondiale. Et c'est après ça que l'humanité va devoir s'asseoir pour créer la SDN.
Et après, 1929, ainsi de suite, on est encore rentré dans les grandes crises économiques. On dit on va le faire. On ne le fait jamais par orgueil, par égocentrisme. Certains États veulent conserver leur croissance. Ouais. Et ça nous a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que nous sommes encore dans le même bourbier qui, malheureusement, je dis que l'histoire se répète, c'est cela? Ça se répète. Et je pense qu'il y a, nous allons, si rien n'est fait, nous allons encore vers un chaos global, mondial, et qu'il faut s'attendre à ça. Mais si les tendances sont maintenues. Vous dites que nous tendons vers une troisième guerre mondiale, c'est cela? Il faut l'avoir en perspective. Ah ouais? Oui. Il faut marcher avec, de temps en temps. Et je pense que c'est très important. Quand on voit aujourd'hui la géopolitique mondiale, où la plupart des pays sont préparés, et tout le monde, et la macroéconomique n'est plus solvable, on est obligé d'aller sur des vulnérabilités économiques, de prêter constamment sur les principes schumpeteriens, un peu partout. Et qu'on n'arrive pas à résoudre la problématique de l'instant de la population. Ça se voit, prenez au Bénin. Regardez les grandes mutations depuis 2016. Mais cette population n'est pas satisfaite. À des moments donnés, on crie que ça ne va pas. Et on dit parfois, oui, on ne mange pas ça, on ne mange pas ça, on ne mange pas les rues. Mais attends, il n'y a pas de développement sans les rues. Il faut comprendre cela. Il faut amener réellement progressivement la population qui est dans une insatisfaction permanente. Et quand on est dans ce bourbier, c'est qu'on va vers un déclin final avec la macroéconomique aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose dans les années à venir. Ah oui. Ça ne tient qu'à moi. Alors, on va quand même aller maintenant vers votre domaine que vous aimez beaucoup, l'intelligence artificielle avec la technologie. Vous vous dites qu'avec cela, on pourrait peut-être sauver un peu le mal qui nous guette. La technologie aujourd'hui va à une vitesse exponentielle. Mais parfois aussi on l'utilise très mal. Nous sommes rentrés dans une autre forme de civilisation, pour ne pas dire anthropologique. Le numérique se décline dans tous les savoirs aujourd'hui. Ouais. Le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir conceptuel. Même l'économie est devenue purement numérique, si on peut le dire ainsi. Tout à fait. Ceci aussi, c'est un pharmacone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les transhumanistes sont en train de nous envahir. Vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, on n'a plus besoin d'individuation physique. Non. Les machines vous servent. Hein. Nous-mêmes, sur les postes de péage, nous travaillons à éliminer l'individuation physique au détriment de l'individuation technique. Il n'y aura plus personne au pont de péage. Oui, d'ici 2030, il n'y aura plus personne sur nos postes de péage. Les machines vont nous remplacer, c'est cela? Les machines vont devoir nous remplacer. Pour question de rentabilité. Et là, le problème d'emploi va se poser. Exactement. C'est pour cela que j'ai dit que nous allons vers un chaos. Parce que les exigences de l'État aussi sont trop pressantes, sont très élevées. La population monte avec des besoins pressants. Nous voulons ça, et maintenant, et tout de suite. Nous voulons ça. À peine l'État cherche réellement des moyens, des capitaux nécessaires pour répondre aux problématiques de l'instant. On n'a même pas encore fini quand la population sort encore. Pour dire, on veut encore ça. Et peut-être que ce qu'on vient de réaliser ne le s'y a plus. Ça va, c'est ça la dissolution. C'est cette grande mutation sociologique où on est sans cesse renouvelable dans des instants de renouvellement constant. Et eu égard à ça, la dissolution s'adapte véritablement aussi à cette grande mutation économique. Puisque l'économie n'est que le fruit des grandes mutations technologiques. L'économie ne sort que par du savoir capitalisant que nous devons repenser pour pour pouvoir créer de l'économie. C'est pour cela que je dis, regardez la Silicon Valley dans les années 75 aux États-Unis. Il a fallu la naissance du microprocesseur et de la téléphonie pour créer l'Internet. Ça a créé un boom économique. Les GAFAM dont on parle aujourd'hui, les Google, Facebook, ainsi de suite, Amazon. Et ça a maintenu réellement les États-Unis. Et même garder son hégémonie militaire. Puisque l'innovation vous conduit à réellement apporter des technologies innovantes dans tous les secteurs, que ce soit militaire, médecine, ainsi de suite, permettant des grandes mutations économiques pour que nous puissions parler d'une économie réelle, fonctionnelle, dans laquelle la maman aussi peut être solvabilisée. Donc il y a un travail à faire dans ce savoir-là. Donc du coup, la technologie joue ce rôle, mais en même temps, les besoins de l'État font qu'on est obligé de supprimer de l'emploi. Dans peu de temps, on n'aura plus de chauffeurs. Puisque les nouvelles voitures de Google se conduisent. Et zéro accident, on vient de faire des tests. Et bientôt, tout le monde va devoir l'avoir. Vous avez un chauffeur qui vient en retard, vous avez des exigences. Il vient, au lieu de 7 heures, il est venu à 9 heures. Et le propriétaire s'indigne, il dit non. Et puis il commence, il dit voilà, j'ai eu un accident, ainsi de suite. Mais le gars se dit, mais si c'est comme ça, moi je vais avoir rapidement une voiture autonome.
avec l'intelligence embarquée, capable, avec GPS un peu partout, aller là où on veut. Donc du coup, nous sommes en train de muter dans la distribution progressivement, et c'est ce qui va conduire à des suppressions massives d'emplois. Et selon les tendances, d'ici 2035, nous allons perdre pratiquement, sur le continent, au Bénin, pratiquement 35% d'emplois. Ça, c'est clair. Mais il faut en même temps les compenser. Et en quoi faisons justement? Mais parce que la distribution aussi offre des possibilités. Parce que les robots font mieux que les humains. Ils sont plus dynamiques. Et ils vont à une vitesse à la lumière. Ils vont à une vitesse exponentielle. Vous demandez à un transhumaniste aujourd'hui de vous donner le nom de tous les présidents du Bénin depuis l'indépendance, c'est dans les nanosecondes que vous avez la liste. Mais l'individuation technique, physique, va commencer à réfléchir. N'oublions pas que la capacité intellectuelle humaine, le temps de penser et de sortir une réponse, ça fait 0,5 secondes. Mais chez les Neuralink, c'est-à-dire chez les robots, les cobolts, c'est 200 000 fois 0, c'est-à-dire moins. Moins, carrément. Donc du coup, la vitesse est exponentielle. Donc on aura plus besoin des robots pour répondre à nos besoins, un peu partout, que d'individuation physique. Ceci, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'emplois seront supprimés. Là, il faut penser maintenant à d'autres formes de formation. C'est là qu'il faut retoucher l'éducation. Il faut que l'éducation soit complémentaire véritablement aux individuations techniques qui vont devoir nous envahir. Alors, vous voulez dire qu'il faut orienter maintenant les études vers l'IA, c'est cela, l'intelligence artificielle? Il faut l'IA pratiquement la fin de l'informatique, qu'on le veuille ou pas. Ouais. L'IA, nous allons vers un Amadeus, la création d'un dieu robot qui aura la tendance, la capacitation nécessaire de tout répondre. Puisque ce robot serait connecté à une vitesse, à l'Internet, connecté à des plateformes, des satellites, pour répondre rapidement aux exigences de la société humaine. Ça peut même arriver qu'on aura des dirigeants qui seront des cobolts. C'est fort possible qu'ils auront cette capacité de pouvoir mieux diriger, orienter la gouvernance. Donc, il faut comprendre que les robots sont en train de nous envahir et qu'il faut maintenant repenser l'éducation autrement. Repenser, c'est de bifurquer l'éducation. Aujourd'hui même déjà, quand vous suivez une formation sur l'électricité, bon, simple, dans 5 ans, si vous ne faites pas attention, vous serez au chômage. Ça, c'est clair. Vous allez goûter le chômage rapidement. Mais les 4 sciences qui sont en train de dominer aujourd'hui, ça je peux vous les citer rapidement, c'est l'intelligence artificielle d'abord, il faut, alors que l'Afrique n'a aucune politique de numérique, nous sommes en retard. Tout comme les grandes sciences qui ont jalonné l'humanité depuis la révolution industrielle, l'Afrique était absente. Et aussi, la révolution numérique aussi, le continent africain est absent. Nous n'avons qu'une politique de numérique. Les nanotechnologies, les sciences infiniment petites, les nanos, qui se déclinent pour les atomes, les déviances, le remplacement des gènes, pour lutter contre le cancer, des maladies, et des nanotechnologies de pointe. Elles sont aussi utilisées du côté militaire dans la médecine classique et qu'il faut nécessairement aussi embrasser maintenant. Vous avez aussi l'infotechnologie, l'information, la technologie de l'information qui va aussi à une vitesse exponentielle avec les transhumanistes, avec les cobolts, et nous pouvons même parler avec des ordinateurs quantiques qui sont en train qui vont nous envahir d'ici peu, et nous allons rentrer aussi dans la transmission d'hommes, c'est-à-dire le transfert d'hommes virtuels, et qui sont en train aussi d'être actualisés. Donc, il y a pas mal de sciences qu'il faut maintenant embrasser, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et nous avons besoin nécessairement d'avoir des plateformes d'éducation pour que ce transfert soit possible pour la génération à venir. Sinon, d'ici peu, l'ubérisation poussée, la masturbation des réseaux sociaux aujourd'hui vont pouvoir... Vous parlez de masturbation, le mot est fort. Vont justement détourner, et nous allons vivre dans un monde de docilité où réellement nous serons privés de notre liberté sans dissidence, sans réflexion. Et c'est en ce moment que l'oligarchie qui vient va devoir dominer le monde entier. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, la population comprenne. Et c'est pour cela qu'il faut sortir dans ce mimétisme et on parle beaucoup sur les réseaux, alors d'aller vers sur les choses consubstantielles et d'encourager les efforts qui sont déjà faits depuis 2016 à ce jour. Et dire que nous devons continuer cela.
Non pas pour nous, pour un transfert équitable technologique pour nos enfants, pour une fierté, pour le Bénin nouveau, le Bénin debout que nous espérons dans les années à venir. Alors, M. Kossi, je vous donne 30 secondes rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui face à ce changement qui va nous envahir d'ici là? Le Bénin est encore en retard, l'Afrique entière est en retard. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en 30 secondes? Moi, je serais... Vous savez, nous sommes en train de vivre les objets pharmacologiques de l'instant. Ouais. D'abord, la proximité sexuelle que nous voyons aujourd'hui. Avec le téléphone, les jeunes sont dans ce débois total. Les réseaux sociaux crétinisants, sans rétention, sans information, qui ne nous permettent pas de pouvoir construire notre cognitivité, nous amener vers des savoirs capitalisants. Rien. Il faut maintenant, moi je pense, personnellement, je pense qu'il faut réguler d'abord les réseaux sociaux. Il faut une politique, mais le Bénin seul ne pourra pas le faire. Il faut que ça soit fait, cela doit être en communauté. Ou bien l'Union africaine doit comprendre cela, que nous sommes en train d'aller vers une déviance. Et si on ne sait pas, on va encore entrer dans l'esclavage pour les 80 ans à venir. Ouais. Et qu'il faut le faire maintenant. Permettre une rétention peut-être calculable, nécessaire pour cette génération qui vient, puisque les réseaux peuvent nous permettre de comprendre pas mal de choses et de pouvoir aiguiser normalement notre savoir pour créer des sociétés capables de pouvoir répondre aux exigences de l'économie actuelle. Il faut le faire. Et de deux, le gouvernement doit commencer déjà des centres de formation un peu partout, hein, dans tous les départements, si c'est nécessaire, ou bien 2, 3, et permettre aussi de faire venir des savoirs un peu partout, en Chine, aux États-Unis, ceux qui peuvent nous aider à faire ce transfert pendant 5 ans. Après 5 ans, je pense que nous aurons la substantifique moelle en termes de savoir pour pouvoir faire le transfert pour la génération à venir. Si on ne le fait pas aujourd'hui, je pense que ce serait trop tard. Merci beaucoup, M. Francis Kossi. Je rappelle que vous êtes docteur en intelligence artificielle. Avec vous, on a parlé de environnement, mais aussi rapidement, on allait vers l'IA, qui est très important aujourd'hui. Sans cela, pas de développement. Il faut aussi qu'on puisse l'utiliser pour lutter contre les changements climatiques, préserver notre environnement. Merci beaucoup à vous. Ce sera tout pour cette émission et bonsoir chez vous.